Fabrice Barlési, vous connaissez mieux que quiconque la situation internationale. Quel est le positionnement de la France sur ce séquençage génomique par rapport aux grands acteurs, aux grands pays internationaux, les États-Unis ou l'Europe, le reste de l'Europe? La France est particulièrement bien positionnée sur le plan international, en tous les cas jusqu'à présent, avec un accès qui avait été fortement stimulé par l'Institut national du cancer et qui avait permis un accès large à ces tests génomiques. L'ensemble des patients aujourd'hui sur le territoire peut accéder à des tests de type NGS, qu'il s'agisse d'une analyse sur le tissu ou bien d'une analyse en biopsie liquide, et peut même accéder, grâce au plan France Médecine Génomique 2025, à des tests dits de whole exome sequencing, c'est-à-dire un séquençage global de l'exome. Le remboursement est aujourd'hui une des difficultés que rencontrent non pas les patients, mais les cliniciens et les institutions qui les prennent en charge, et qui devra clairement évoluer pour permettre de maintenir une bonne couverture pour ces tests. Dans les autres pays, la situation peut être très différente. Aux États-Unis notamment, où les soins sont en général couverts par des assurances et des assurances privées, si vous êtes couvert correctement, vous avez accès au meilleur niveau de tests génomiques, mais dans les autres cas, c'est extrêmement difficile. Et on considère aujourd'hui qu'aux États-Unis, loin, s'il en faut, de la majorité des malades, a accès à un séquençage génomique. En Europe, les organisations sont différentes entre les pays comme l'Allemagne, qui sont organisés de manière fédérale, avec aujourd'hui une tentative de centralisation et une prise en charge par les différentes assurances des différents landes. En Angleterre, le système national couvre les analyses génomiques chaque fois qu'ils sont indiquées. Et puis, on a des pays plus libéraux, ou comme la Suisse, par exemple, où l'accès est évidemment très large à ces tests génomiques. Merci. Alors, Clarisse Augier-Valette, on a vu la position internationale. Ce qui est intéressant, c'est de voir la position en France. Vous nous avez fait part de votre utilisation de ces tests. Est-ce que finalement la perception de l'importance est partagée par les autres centres et vos confrères? Alors, nous avons eu la chance de réaliser à Tous pour la Santé une enquête qui a été encadrée par un comité de pilotage avec les représentants qui sont ici, les représentants des patients, d'Unicancer, les représentants de la Fédération hospitalière de France d'oncologie, l'Institut national du cancer, la Haute Autorité de Santé. J'aimerais bien que vous puissiez nous partager quelques résultats sur la perception de l'importance de ce séquençage par l'oncologie française. Merci, avec plaisir. Il s'agissait d'un baromètre qui a été réalisé en 2022 sur un état des lieux des pratiques de NGS en oncologie avec un soutien institutionnel de Roche et Illumina. Donc, je vais vous en présenter une synthèse assez concise des résultats, notamment sur les rapports que les cliniciens ont avec ce type de prescription. Donc, l'objectif était d'identifier avec des populations ciblées un comité de pilotage, avec un premier objectif qui était d'apprécier le niveau de connaissance et l'utilisation du séquençage génomique par les différents types de centres, avec un échantillonnage de centres regroupant des CLCC, des CHU, des CH, des cliniques, des laboratoires, de dresser un état des lieux des pratiques en mode opératoire du NGS, selon le type de centre et les acteurs, prescripteurs, effecteurs et direction, parce qu'on le verra après dans le financement, c'est un vrai problème d'informer nos directeurs, et le profil des patients, et enfin d'estimer l'impact du NGS sur la stratégie diagnostique et thérapeutique des patients. Donc, comme vous pouvez le voir dans la partie droite de la diapositive, l'échantillonnage était large, avec des directeurs d'établissement, des experts qui avaient été désignés et un panel qui regroupe à peu près l'expérience française de ces tests génomiques. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, au total, 103 participants, ce qui facilite la réalisation des pourcentages. On pouvait en attendre plus, mais il y avait une majorité de médecins prescripteurs ayant répondu à l'enquête. C'est un premier jet de ce type d'enquête, donc qui seront sûrement renouvelés dans les mois prochains, avec une répartition des répondants selon leur profession. 61% de répondants étaient des prescripteurs, 7% des directions et 32% d'effecteurs, dont des biologistes et des médecins pathologistes essentiellement, avec des oncogénéticiens et conseillers oncogénétiques qui étaient plus sous-représentés, mais
proprement liées aux modalités de l'enquête. On aurait aimé avoir plus de direction, mais c'est là aussi où on voit le précipice qui nous sépare entre les effecteurs et les payeurs. Donc 37% des répondants ont recours au panel large et 19% aux extra larges avec le séquençage complet. Donc le type de recours, c'est chercher des variants spécifiques pour 56% d'entre nous, un panel NGS ciblé, c'est-à-dire NGS poumon ou NGS DIGE, NGS sein, NGS hémato en fonction pour 55% d'entre nous. Panel GS pour 37% et seulement 19% qui ont recours à un panel très élargi. Donc là aussi, on a quand même des progrès à faire sur l'accès au séquençage complet. Donc, lorsqu'on regarde le type de tumeurs qui ont accès, et pour les répondeurs de l'enquête, encore une fois, on a les cancers du poumon, l'ovaire, le digestif, qui sont les indications les plus fréquentes, avec en premier les cancers du poumon, mais comme on le disait, c'est vrai que c'est facile d'avoir la première place, sachant qu'on a un développement des thérapeutiques ciblées qui est très, très important dans le cancer du poumon, mais toutes les autres tumeurs ne doivent pas rester en règle du séquençage génomique. Donc, en fait, le cancer de l'ovaire vient en deuxième, ensuite les cancers digestifs, les cancers du sein, et ensuite toute une autre série de pathologies cancéreuses qui ont des accès à des thérapies ciblées, et notamment des thérapeutiques innovantes, l'inclusion dans les essais thérapeutiques. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas négliger aussi les indications de ces tests génomiques pour ce type de tumeur. Donc, en fait, la finalité de ces tests pour les prescripteurs, c'est essentiellement d'avoir un impact sur la stratégie de prise en charge. L'utilisation diagnostique, clairement, c'est un outil compagnon, mais ce n'est pas l'outil pour faire le diagnostic. L'utilisation pronostique, dans les tumeurs les plus fréquentes, on n'y est pas encore, alors que c'est vrai que c'est déjà largement utilisé en hématologie, comme le précisait le professeur Troussard, mais là aussi, ils ont 20 ans d'avance. Mais c'est très important d'avoir nos mécanismes de résistance et bientôt de savoir nos efficacités. Une utilisation theranostique avec un panel complet, et puis une importance, en fait, dans la sélection des tumeurs, d'avoir un impact sur la stratégie thérapeutique, et je crois que c'est ce qui est primordial pour argumenter le remboursement de ces tests. Donc, en fait, il y a une utilité importante, et voire même très importante des larges panels, pour 65% des répondeurs, pour accélérer l'accès au traitement pertinent. Et lorsque vous voyez donc sur l'utilité perçue, on a quand même des notes majeures 4 et 5 sur la perception. Et sur la valeur pré-perçue par les larges panels, c'est accéder au meilleur traitement pour 77% d'entre nous, 57% pour faciliter l'accès aux études cliniques, et plus de la moitié pour rechercher des traitements de dernier recours. Mais là aussi, ça ne doit pas être l'unique raison pour laquelle on fait ces tests. Merci. Alors justement, j'allais faire réagir Xavier Troussard, parce qu'on voit bien que ça apporte pas mal de choses, vous l'avez tous dit, mais dans certains cas, c'est fait tard, même dans des situations d'échappement thérapeutique. Est-ce que ce n'est pas dommage ? Si, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout devrait être mis en place pour que tous les patients atteints de tumeurs solides, atteints de maladies hématologiques puissent avoir accès à ces techniques. Donc la question finalement derrière, elle est assez simple. C'est de le faire au diagnostic et de faire des études longitudinales sur tout le parcours finalement de vie du patient, c'est-à-dire au moment des différentes rechutes. Je prendrai juste un exemple pour vous montrer cet intérêt de le faire au suivi. L'exemple d'une maladie hématologique, la leucémie lymphoïde chronique. Bien, en traitement de première ligne, ce que nous recherchons, c'est de savoir si oui ou non il existe une mutation du gène TP53. Voilà. Bon, c'est une mutation qui est extrêmement importante car elle va guider finalement le traitement. Et puis, on institue un traitement de première ligne, cette mutation disparaît, le traitement est efficace et malheureusement le patient va rechuter. Eh bien, lors de la rechute, il va y avoir peut-être cette nouvelle mutation TP53 à nouveau, mais il va exister d'autres mutations
qui vont apparaître au cours de la maladie. Et c'est là où est tout l'intérêt de ces études relativement exhaustives, c'est de pouvoir instituer des traitements de deuxième ligne et de troisième ligne adaptés bien évidemment aux nouvelles mutations. Donc nous pensons que c'est important de faire ces études longitudinales et de le faire tout au long du parcours de vie du patient. L'autre question qui va être évidemment se poser, c'est faut-il oui ou non faire une étude large, très large, ou au contraire une étude un peu plus restreinte. C'est un vrai débat et un vrai sujet de discussion qui doit être fonction de différentes maladies.